Bonjour et bienvenue à tous dans ce 6e épisode du Faithful Podcast. La draft de la NFL a eu lieu il y a une dizaine de jours maintenant. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour débriefer ensemble les choix qui ont été faits par les San Francisco 49ers. Et pour ce faire, je suis en compagnie d'Eliott, Kevin, Olivier et Gonzague. Salut les gars. Salut. Hello. Salut à tous. Salut. Alors, faut savoir qu'à l'occasion de la draft, les 49ers ont signé 23 joueurs. C'est énorme. 9 joueurs draftés et 14 undrafted free agents qu'on a signés. Donc c'est des joueurs qui n'ont pas été draftés et à qui on a donné un contrat dans les jours qui ont suivi la draft. Mais on va quand même principalement se concentrer sur les 9 joueurs qu'on a draftés. Et avant de revenir sur chacun d'eux, je vais demander à chacun d'entre vous quel est le sentiment général que vous avez à propos de cette draft 2022 des 49ers. Je vais commencer, écoutez. Je suis plutôt déçu de la draft des 49ers. Pas forcément déçu de tous les joueurs, il y a pas mal de joueurs que je trouve intéressants. Mais je trouve qu'en fait, c'est l'ordre de sélection qui n'a pas été bon. On n'a pas pris des joueurs sur nos besoins quand on aurait dû prendre des joueurs sur nos besoins. On a commencé notre draft au deuxième jour, on avait un choix du deuxième, deux choix du troisième, et on a pris des joueurs, à part peut-être sur le edge, ça se discute, mais sinon on a pris des joueurs sur des postes où on n'avait pas forcément des gros besoins. On n'a pas pris des joueurs en ligne offensive dès notre deuxième jour, on n'a pas pris un cornerback. Je trouve ça un peu décevant. Donc, comme d'habitude avec la draft, il va falloir attendre pour faire un vrai bilan, mais à chaud, moi je suis plutôt déçu. Moi, je suis totalement d'accord avec Elliot. Pour l'instant, on avait parlé de tous nos besoins, de ce qu'on voulait avoir comme joueur qui pourrait venir dans l'équipe, et finalement, on n'a pas du tout tapé la bonne pensée. Donc, y a- pour l'instant, on va attendre, on va voir. Moi, le seul bémol que je mettrais par rapport à tout ça, c'est que on a quand même un coaching staff de folie, et donc je peux leur faire confiance, faire progresser les joueurs, mais pour l'instant, ça fait pas rêver. Bah écoutez, moi de mon côté, comme pour l'année dernière, j'étais un peu en colère les 2 soirs de la draft. Et après, bon, j'essaie de prendre un petit peu de recul. Et de manière générale, je vous rejoins de manière générale, hein. Je suis un peu déçu par cette draft. Après, j'aurais tendance à tempérer la déception qui était la mienne. Disons que de manière générale, c'est pas foufou. Mais tout n'est pas acheté. On y reviendra après sur le détail des joueurs. Certaines idées méritent d'être un petit peu approfondies. Mais c'est vrai que là où je rejoins complètement Elliot, c'est qu'il y avait des besoins que l'on pourrait qualifier prioritaires, et ces besoins-là n'ont pas été comment dire, verrouillés, si on veut, avec les top players. Et ça, c'est un vrai sujet. Et puis je trouve qu'on a reaché sur un ou deux joueurs, on va y revenir après, mais de manière complètement dingue, à des postes qui n'étaient pas des besoins. Donc voilà, donc en gros, ce qui me ressort de cette draft, c'est que j'ai l'impression que on n'est pas renforcé en fait. On est allé ajouter des joueurs à des positions, mais je trouve qu'aucune position, peut-être à part le poste de edge, n'a été réellement renforcée au cours de cette draft. Et voilà mon principal problème. Moi, en ce qui me concerne, je vois beaucoup de critiques un peu partout sur les réseaux sociaux et puis j'ai du mal à suivre ça. Alors oui, je peux pas dire le contraire de mes collègues qui disent qu'il y a beaucoup de besoins qui n'ont pas été comblés dans les plus gros choix, mais j'élimine pas non plus tous les choix qui ont été faits après la draft dans les agents libres et puis je vois que tous les postes ont été comblés après. Est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Oui, probablement. Mais je suis pas aussi défaitiste et puis ça me fait quand même envie de voir par exemple un receveur qui a l'air intéressant qui arrive. Il y a des cornerbacks, on en prend deux pendant la draft. Un quarterback, c'est toujours intéressant d'en avoir un en plus dans l'effectif et puis de voir ce que ça peut donner. Bon, effectivement, ça aurait pu être mieux, mais je suis quand même assez excité de voir qu'est-ce que peuvent donner ces choix-là. Moi, je vais pas répéter ce que vous avez dit. Je suis globalement d'accord, surtout avec Elliot et Gonzague. Et pour aller dans leur sens, on avait dit dans la preview de la draft que nos trois besoins pour le deuxième jour, c'était garde, centre et cornerback. On n'en a pris aucun à ce jour-là. On a globalement comblé le besoin le troisième jour, mais je suis pas sûr qu'on ait drafté un titulaire déjà. Et ça me gêne un peu, y compris au poste de garde, où pour moi il fallait un titulaire. Enfin, ça aurait été bien de drafter au deuxième ou au troisième tour un garde. Et au lieu de ça, on a renforcé les points forts en fait le deuxième jour. C'est ça qu'on a fait. Running back, edge rusher, receveur. Tout ça, c'est des points forts qu'on renforce encore. Alors ça a peut-être fité dans le système Shannon, j'espère bien, parce que sinon on les aurait pas pris. Mais, euh, mais je suis assez étonné qu'on ait vraiment pris aucun vrai besoin le deuxième jour.
J'ajouterai un autre élément, en fait, moi qui me dérange un peu au cours de cette draft, c'est les interviews de nos dirigeants qui ont lieu juste après. Quand on regarde les interviews, par exemple, concernant Nick Zakelj, sur lequel on reviendra, donc qui était pris au 6e tour, il est dit qu'il peut dépanner un peu à tous les postes. Dès qu'on parle également de Spencer Burford, on dit également qu'il peut dépanner un peu à tous les postes de la ligne. En fait, la manière dont les interviews sont menées, j'ai l'impression que ça ressemble à du bricolage, en fait. Il n'y a aucun joueur, par exemple sur la ligne offensive, qui semble avoir été pris avec un poste défini, avec une réelle position en vue. Alors peut-être qu'il y a une part de bluff, et évidemment qu'il y a sûrement une part de bluff par rapport à ça, mais la réalité c'est qu'en fait, le discours c'est on peut faire un peu ce qu'on veut de tous les joueurs qu'on a draftés. Je sais pas, pour moi ça s'apparente à du bricolage en fait par rapport à mon esprit cartésien. C'est... On verra bien. Et c'est un peu un discours qu'on a retrouvé déjà l'année dernière dans la draft de Shanahan, lorsqu'il parlait de Trey Lance et lorsqu'il parlait d'un certain nombre de joueurs. On verra bien. Bah, je sais pas, quand tu as préparé quand même une draft depuis un an, je sais pas, dire à propos de certains joueurs qu'on a draftés, sur lesquels des scouts ont travaillé pendant des semaines, des mois et des mois, dire on verra bien, bah, je sais pas, moi je trouve ça assez étonnant en fait comme discours. C'est pas ma manière, on va dire, de penser. Après, je lui fais évidemment entièrement confiance, mais c'est pas rassurant, je trouve, comme discours envoyé. Ouais, ouais, mais là je trouve que tu pars vraiment sur un truc enfin, trop négatif, ah, mais à mon avis, hein. Je veux dire, quand il dit on verra bien, je pense c'est plus pour brouiller les pistes, parce que quand on a vu comment ça a tourné l'année dernière, le on verra bien avec Shanahan, c'est qu'il avait 10 idées en tête, il sait vraiment ce qu'il veut faire, et c'est pour ça, c'est pour pas dire ce qu'il. Moi je pensais plutôt pour ne pas dire ce qu'il va faire de ses plans. Voilà, on va quand même pas être trop défaitistes, je vais rejoindre Kevin là-dessus, voilà, enfin, on n'est pas les Jaguars quoi. Oui, tu as probablement raison. Tu as probablement raison, et voilà. Mais je trouve qu'en termes de discours envoyé, c'est étonnant en fait. Voilà, c'est. Après, il y a quand même un truc qui plane sur cette draft des 49ers, c'est aussi la draft 2021, qui fait que on s'était quand même bien planté sur des mecs comme Aaron Banks ou Trey Sermon. Alors, je parle un peu vite et un peu tôt dans leur carrière, mais c'est difficile d'avoir une énorme confiance dans la draft de Shannon quand il fait des reach, quand on voit ce que les reach de l'année passée ont donné. Bah écoute, par rapport à la draft 2021, on en verra les effets, j'ai envie de dire, plutôt que cette année. Généralement, il faut un petit temps d'adaptation à la NFL, donc on verra un petit peu ce qu'il en est. Aaron Banks, encore une fois, comme je disais hors antenne, c'est un bon joueur. Je le voyais pas du tout fitter dans notre système parce que c'est un garde très lourd, jouait beaucoup en puissance plutôt que sur ses déplacements, donc ce qui n'est pas nécessairement compatible avec notre système. Peut-être a-t-il perdu du poids, on va voir par rapport à cette année, mais ça restait, bon, en tout cas dans mon board, c'était plutôt un bon prospect. Je ne dirais pas la même chose des autres joueurs que nous avions restés cette année en 2021. Mais voilà, attendons de voir ce que les autres vont donner. Peut-être que le noir au poste de nickel va performer. On verra bien, même si je partage le fait que je ne sois pas non plus d'un grand optimisme dans la mesure où j'avais très très mal noté à titre personnel la draft de l'année dernière qui pour moi était une des pires qui m'était donné de voir des 49ers, hormis celle où on avait coupé quasiment tous les joueurs qu'on avait draftés. Je crois que c'était 2012 ou 2011, je sais plus. Où on avait quasiment plus aucun joueur de la draft 2 ans après. Mais celle de l'année dernière était quand même sérieusement catastrophique. Ouais. Alors je propose qu'on passe à Drake Jackson, donc qu'on a drafté avec le pick 61, fin de deuxième tour. C'est un edge rusher de USC qui... alors, je vais vous lancer directement. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce pick ? Moi, j'ai été surpris par ce pick parce que je m'attendais pas à ce qu'on prenne un edge en 61. Donc sur le coup, quand on l'a pris, j'étais, on va dire, interloqué. C'est un joueur que j'avais un petit peu regardé à USC et c'est un joueur intéressant au final, mais j'étais surpris en fait qu'on prenne un edge à ce moment-là. Comme on l'a dit au début, je m'attendais à ce qu'on prenne un mec dans nos besoins, donc guard, centre ou corner. Donc on a pris un edge. Après, c'est du classique San Francisco, c'est-à-dire que notre premier choix, on prend un mec de ligne défensive, on renforce notre point fort. Donc c'est pas forcément surprenant. Le problème, c'est qu'au début, on n'avait personne à l'opposé de Nick Bosa. On en a déjà parlé, on a Omeniu, Hyder, etc., plein de joueurs qui auraient fait une rotation. Peut-être qu'avec Drake Jackson, on a un mec qui ressemble un peu plus à un titulaire. Moi, j'aime bien ce joueur et je suis aussi intrigué de ce qu'il va faire dans notre système parce qu'on donne beaucoup d'importance dans notre jeu défensif au front seven et du coup, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner. Donc, je mettrais
un bémol sur le joueur en lui-même, parce que je pensais pas qu'on aurait dû prendre un Edge à ce moment-là, mais en même temps, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner. Alors moi, de manière générale, je te rejoins assez bien, Elliot, par rapport à ça. J'étais en effet moi aussi surpris de la sélection d'un Edge, même si beaucoup d'indicateurs semblaient, dans les mock drafts, aller en ce sens. Donc sur le coup, moi j'ai plutôt été déçu du pick. Après, une fois que je me suis un peu calmé de ma déception, j'ai essayé de revoir un peu les choses et j'y ai vu plutôt du positif. Je m'explique déjà, il faut savoir que Drake Jackson, c'était un joueur qui était jugé très haut déjà il y a un an. Beaucoup de mocks le voyaient comme un potentiel premier tour. D'ailleurs, jusqu'à il y a encore 2 mois, on ne le voyait pas dépasser le milieu de deuxième tour. Donc le voir tomber jusqu'à nous n'est pas une mauvaise chose. Le second point que je trouve très intéressant, c'est que il y a un poste sur lequel on est en galère depuis l'arrivée de Shannon et qui veut mettre en place, qui est le fameux poste de LIO, qui est un peu le pendant côté faible de notre système 4-3 hybride, même si c'est pas un réel 4-3. Et on a essayé plein de joueurs, on a essayé Ataochu, on a essayé Boukam, on a essayé plein de joueurs comme ça, et parce qu'il s'agit en fait d'un joueur qui a un profil de système 3-4, donc plutôt plus léger que notre 4-3 strongside qu'un Nick Bossa, et qui doit être très performant, notamment sur les troisièmes tentatives pour les sacs. On a essayé Ardenki l'année dernière, et ce qui est très intéressant chez Drake Jackson, c'est qu'il correspond parfaitement à ce système. C'est un type qui est parfaitement modulable, et qui, globalement, pourrait rentrer dans ce schéma-là. J'ai encore des doutes sur le fait qu'il soit meilleur qu'Ibukam, en toute transparence, mais on est en droit d'espérer. Voilà, c'est ça qu'on va dire par rapport à ce joueur-là. Donc je pense qu'il y a, c'est peut-être le seul poste, on va y venir plus tard sur d'autres joueurs, mais sur lequel il y a peut-être une plus-value, parce que il fit très bien sur ce poste de LIO. Par contre, soyons très clairs, de par son physique, si un jour Nick Bossa se blesse, il ne pourra pas remplacer Nick Bossa côté fort. C'est Kerry Hyder qui prendra auquel cas ce poste. Mais sur les troisièmes tentatives, genre une troisième et 10 de l'équipe adverse, là on peut regarder clairement un œil sur le joueur, parce qu'il sera très intéressant à cette position-là pour essayer de percer le côté droit des lignes adverses, notamment. Voilà. Donc c'est pas inintéressant finalement ce joueur. Je demande à voir. Voilà, je demande à voir, mais c'était clairement pas, comme le disait Elliot, notre cible numéro 1 selon moi à ce choix-là. Mais maintenant qu'on l'a, je pense que le poste est renforcé. Est-ce qu'il n'y a pas un petit point faible dans le run-stop chez Drake Jackson? Bah justement, c'est pas ce qu'on lui demande. Il sera surtout C'est vrai. fort en position de passe. Mais j'ai quand même vu un paquet de plays à USC. J'ai notamment en tête un play contre Stanford où il se fait vraiment éjecter par le left tackle de Stanford, et ça ouvre une énorme brèche dans la ligne défensive de USC. Moi, ça m'inquiète un peu quand même. Bon, on a des meilleurs linebackers que ce qu'il avait au niveau universitaire, donc c'est pas catastrophique non plus s'il se fait ouvrir de temps en temps, mais il manque un peu de physique quand même pour fermer les brèches, j'ai l'impression. Ouais, mais ça sera pas forcément son rôle pour le coup. C'est vrai qu'on demande à des mecs d'être en NFL polyvalents et de savoir s'adapter à tous les systèmes, mais comme l'a dit Gonzague, c'est pas ce qu'on lui demande en fait. Au final, ça va être un speed rusher qui va aller chercher le quarterback, qui va essayer de prendre de vitesse les tackles un petit peu plus lourds. C'est vrai que peut-être sur un jeu de course, il va avoir plus de mal. Mais on l'a pas pris pour ça. Ouais, en situation de course, on va retrouver du Armstead notamment sur notre partie gauche, tu vois, et on va certainement recentrer un Kinlaw qui reviendra de blessure, tu vois. On va certainement mettre en place des systèmes comme ça. Par contre, en 3ème et 10, c'est là où Drake Jackson va prendre tout son intérêt, parce que c'est là où on va justement aller chercher, on va passer à la chasse au quarterback, et c'est là où il sera intéressant. Comme tu as tout à fait raison, Loïc, je le vois pas du tout en situation de course, parce qu'il n'a pas le physique pour ça, et encore une fois, il a un physique de système 3-4, il a un physique d'outside linebacker, mais sur lequel il joue en position de defensive end. Et donc c'est toute la particularité de ce poste de LIO, c'est qu'il faut avoir quelqu'un d'extrêmement fluide pour pouvoir être performant sur cette position-là. Et c'est pas évident à trouver dans notre système. C'est vraiment on recherche un Bruce Irvin des Seahawks en fait. C'est lui qu'on recherche. Et donc est-ce que Drake Jackson pourra jouer à ce poste? Bah franchement, pourquoi pas. Pourquoi pas. Kevin et Olivier, vous avez quelque chose à ajouter sur ce joueur? Non, bah pour revenir à ce que tu disais, oui, il a sûrement des faiblesses de toute façon
quand on prend un joueur à ce moment-là de la draft, malheureusement, on n'avait pas de choix très très haut placé cette année. On reçoit pas un joueur parfait, mais c'est un gars qui va rentrer sur la piste aux étoiles autour de lui. Et ce sera pas USC, ce sera pas les joueurs qu'il avait autour de lui à USC. Il y a beaucoup de qualité. Son champ d'implication va être quand même beaucoup plus réduit. Et puis, je suis optimiste. J'espère qu'il va pouvoir combler ce poste de Lio, oui, effectivement. Bah, après, il y a un dernier point par contre sur lequel je suis un petit peu négatif envers le joueur, et c'est ce pourquoi selon moi il est descendu un peu dans la draft, c'est que je lui prête un défaut qui pour moi peut être problématique en NFL, et c'est pour ça qu'il va falloir qu'il bosse dur, mais je pense qu'il a cette mentalité-là, donc je suis plutôt optimiste. Mais à l'échelle universitaire, je lui prête une expression qu'on voit souvent en sport, mais aussi en politique, c'est fort avec les faibles, faible avec les forts. Dès qu'il a affronté en effet des joueurs d'offensive line assez performants, et c'est là où je te rejoins notamment Loïc, bah, j'ai vu sa production quand même très nettement baisser. Et c'est là où je demande à voir quel sera son réel niveau en NFL face à la crème de la crème en face de lui. Parce qu'il manque de physique. Voilà, mais après, je lui prête une mentalité de travailleur, c'est la réputation qu'il avait. Donc voilà, je suis pas négatif envers ce joueur, alors que je l'étais le soir de la draft. Voilà, et je fais donc mon mea culpa ce soir. Ok, bah alors on peut passer au suivant. Et là, ce sera peut-être un peu moins modéré, puisque avec le pick 93 de la draft 2022, les 49ers ont choisi Tyrion Davis-Price, Le bien nommé. running back de LSU, qui était projeté plutôt au 6e, 7e tour qu'au 3e, et qui a un profil assez comparable, je trouve, à celui d'Elijah Mitchell. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est un mauvais pick? Parce qu'on a déjà ce profil-là, et parce que c'est trop haut. Je pense qu'on pouvait laisser les autres qui ont un peu moins parlé, mais oui, c'est un mauvais pick. J'ai envie d'entendre Olivier et Kevin là-dessus, parce que on va peut-être avoir plus de précision à dire sur le joueur qu'avec Gonzague, mais j'ai envie d'entendre l'avis des gars là-dessus. Moi, j'ai une mini-théorie sur ce choix. Est-ce que ils ont pas voulu choisir un running back pour faire plaisir à Monsieur Samuel et lui dire, regarde, on draft des running backs, on charge le poste, et puis t'auras plus besoin de courir. Selon vous. Mais dans ce cas-là, tu prends un speed rusher, enfin tu prends un running back rapide. Là, tu prends un mec qui est puissant, il manque pas forcément de vitesse, mais c'est pas ses qualités. Ses qualités, c'est de casser des plaquages, c'est de foncer dans le tas. C'est comme ça qu'il jouait à LSU. Donc, si tu veux faire plaisir à Debo, tu prends un mec qui remplit son rôle, et dans ce cas-là, tu prends un mec rapide, quoi. C'est ça, on a 5 Ouais, running backs ouais. et il n'y en a aucun qui est à la pointe de vitesse d'un Debo Samuel en fait. Oh, t'es dur avec Jeff Wilson. Jeff Wilson, ok, mais il a passé le 3 quarts de la saison passée à l'infirmerie. donc je sais C'était pas si- évidemment une blague. C'était évidemment une blague. Mais ça va, il court encore assez vite. Mais du coup, ouais, pour revenir dessus, moi j'ai été super déçu. Pour rien cacher, on était en visio avec Kevin et Loïc, et on a attendu le pic, et au moment où le pic s'est fait, on s'est regardés tous les trois et on était vraiment... je sais pas comment dire, mais on était plus que déçus et plus qu'interloqués par ce choix, parce que On s'attendait tous sauf à ça, en fait. bah, c'est ça, prendre un running back dans la draft, on s'y attendait, mais on s'y attendait au 6e tour. Au C'est ça. 3e, sur notre 2e choix général, on prend un running back qui plus est, était attendu beaucoup plus bas. C'est carrément incompréhensible en fait comme choix. C'était presque le dernier de nos besoins, quoi. Quand on en prend même en prendra un 6e, 7e tour, c'est juste pour laisser Kyle Shanahan s'amuser un peu avec son backfield offensif. C'était même pas une nécessité de drafter un gars, et sûrement pas aussi haut. Bah, en tout cas, les deux derniers des besoins offensifs, c'était running back et receveur, et puis c'est les deux choix qui suivent, c'est les deuxième et troisième choix qu'on fait. C'est un peu compliqué à suivre là-dessus. Bah, en fait, j'aimerais savoir c'est quoi le problème qu'a Kyle avec ses running backs du 3e tour, en fait. Parce que à chaque fois, il nous a sorti un joueur qui était perçu, en tout cas moi sur mon board, mais même sur le board de beaucoup de personnes, beaucoup plus bas, parce que c'est pas la première fois qu'il nous fait le coup. Davis Price cette année, Trey Sermon l'année dernière, pour lequel en plus il fait un trade-up, qui pour moi ne valait pas plus qu'un 7e tour à tout péter. Même chose donc pour Davis Price cette année. Rappelez-vous Williams l'année de sa première draft, qui était vu comme un 6e tour et qui nous prend dès le 3e. Mais en fait, je sais pas ce qu'il voit en fait dans ces running backs là, qui en plus de ça ne lui ont pas donné raison pour les deux premiers pour l'instant.
Non, pour moi, Davis Price, c'était un 7e tour ou un joueur non drafté. Pour ceux qui suivent un peu les matchs de LSU, je sais pas vraiment à qui le comparer. Alors au début, j'allais dire, mais je trouve je trouve la comparaison un peu facile. Pour moi, c'est un Léonard Fournette complètement du pauvre, complètement wish. C'est-à-dire, c'est de la pseudo-puissance, mais il attend derrière ses lignes, il lit très mal les blocs. Qu'est-ce qu'il fout au 3e tour, en fait? Au-delà du fait du besoin ou pas du besoin chez les 49ers, qu'est-ce que fait que ce joueur au 3e tour? C'est complètement dingue, il y a que Kyle pour faire ça. C'est... Voilà, j'ai beaucoup de mal à comprendre. Alors, je pense qu'on a un département de running back qui est plutôt varié, mais c'est vrai que demain, tu me dis, est-ce qu'on met Mitchell ou Davis Price sur un terrain? De ce que j'ai vu sur Mitchell la première année, de ce que j'ai vu chez Davis Price à LSU, mais je vois même pas où il y a le début d'un débat, en fait. Donc, je comprends pas. Je ne comprends pas ce pic, tant au niveau de la position qu'au niveau du joueur, en fait. Il y avait, comme le disait très bien Jean-Michel Boujard le soir de la draft, il y avait des running backs bien plus intéressants s'il tenait absolument à avoir un running back que ce joueur-là. C'est clair. C'est clair, il y avait des mecs comme... là, j'ai la liste des running backs draftés après Davis Price sous les yeux. T'as des mecs comme Isaiah Spiller, Brian Robinson, Tyler Allgeier. Des mecs qui sont meilleurs, en fait, qu'on prouvait au niveau universitaire. Avec, en plus, pour certains, je pense notamment à Tyler Allgeier qui jouait à BYU. Pour certains, ils avaient bien moins à disposition pour les protéger qu'à LSU. Et ils ont fait mieux. Donc, moi, je suis d'accord. En fait, je comprends pas comment ce mec-là, on le prend en 93. Surtout que c'est une évidence que je rappelle, mais on le prend en 93, mais en fait on aurait pu le prendre 50-60 pics plus tard, non? Je pense, ouais, à part s'il y avait eu des infos d'une équipe qui voulait le prendre absolument en fin de 3e, mais j'en doute parce que personne l'avait annoncé au-dessus du 5e ou du 6e. Non, pour moi, c'est la définition pure et dure d'un reach, en fait. Ah bah complètement, surtout quand tu sais que juste derrière, mais vraiment juste derrière notre pic, les Panthers montent un trade-up pour aller chercher Matt Corral. Moi, si les Panthers voulaient un partenaire de trade, je suis convaincu que Davis Price était encore en place au moment où les Panthers devaient piquer au 4e tour. Je comprends pas de s'être maintenu à cette position pour aller chercher ce joueur. Quand même, tu as un coup de cœur pour le joueur. Oui, je suis convaincu que... Allez, tu peux un peu reacher dessus, pourquoi pas, mais au 4e tour, il est encore là, quoi. Dingue. Complètement dingue. Alors je propose qu'on passe au pic suivant. Et avec le pic 105, les 49ers ont choisi Danny Gray, receveur de SMU. Alors je vais le dire tout de suite, je suis assez content de ce pic, moi personnellement. Viens donc. C'est une menace profonde, un joueur rapide. Alors il y a beaucoup de critiques sur ses mains, mais je pense qu'il peut apporter quelque chose de différent de Brandon Ayuk et Deebo Samuel. Je pense on va plus l'utiliser sur des tracés verticaux que ces joueurs-là. Et les tracés verticaux, on va pouvoir en ajouter plein dans notre playbook grâce au changement de quarterback qui s'annonce. Oui, je suis plutôt... Enfin, pareil, j'étais surpris, mais en même temps, comme on avait pris un running back et un edge avant, je n'étais pas forcément surpris qu'on prenne un receveur. Hein. Au moment où au point où on en était, le poste n'avait plus trop d'importance. Après, oui, je suis content qu'on prenne ce joueur-là parce que je le connais pas trop. Je vais pas mentir, j'ai pas vu beaucoup de matchs de SMU, mais je l'avais un peu regardé quand je cherchais des joueurs à prendre et j'aimais bien le joueur qu'il est en fait. C'est comme tu le disais, Loïc, c'est une menace profonde, c'est un joueur rapide, mais je pense qu'il peut être encore plus que ça. Il peut être un joueur multidimensionnel. Je pense qu'il peut évoluer dans le slot. Il peut peut-être même faire des plays comme les MK Shanahan, des jeux renversés et pourquoi pas courir avec le ballon parce qu'il a une bonne vitesse. Je me dis que ça peut être en fait un couteau suisse qu'on utilise et puis je pense que il a joué que 2 ans à SMU. Avant il était en junior college, donc je pense que quand tu joues au junior college et à SMU, t'as pas les meilleurs quarterbacks du monde. Si on arrive à développer Trey Lance, je pense qu'il peut lui aussi avec des bonnes passes, avec un meilleur jeu, avec des meilleurs coéquipiers autour de lui qui attirent un peu plus la lumière, peut-être monter et montrer son potentiel et montrer qu'il peut être un vrai receveur 3 dans une bonne équipe, quoi. Et puis on en avait parlé que c'était un manque depuis de nombreuses années au niveau des retours de kick et de punt. Et ce joueur-là a une vraie possibilité aussi. On a aussi recruté Ray McLeod qui est dans cette dynamique-là, mais pourquoi pas Ray McLeod pourrait aussi former ce joueur-là et puis faire en sorte qu'il se développe et prenne ce poste-là de numéro 1 dans les 2-3 prochaines années. Comme l'a dit Ryan Tannehill, ils sont pas là pour former. Hein. Effectivement, Ryan Tannehill était plutôt clair sur le sujet.
Et je crois que McLeod est Pro Bowler quand même comme returner il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises. Donc, ou peut-être même l'année passée, je sais plus. Donc, a priori, ce sera quand même McLeod notre returner, mais c'est bien d'étoffer Ouais, encore pour les notre prochaines équipe années, je parle. Et de puis, special team. puis on a mis C'est ça. on a mis une saison à la poubelle il y a 2 ans pour les blessures, donc c'est pas mauvais d'amener de la profondeur aussi à certains postes. Bien sûr, c'est ça l'intérêt aussi. Ouais. Bah, alors moi, Danny Gray, je le connais très mal, pour être tout à fait transparent avec vous. Donc j'ai regardé quelques vidéos, mais c'était vraiment des bribes de match, donc je pense ne pas être le plus compétent. C'est vrai qu'il a été utilisé de manière complètement unidimensionnelle, visiblement, à SMU, parce qu'il était vraiment recherché sur les menaces profondes. Je rejoins complètement Elliott sur le fait qu'on peut en faire une espèce de couteau suisse à la Curtis Samuel. On peut, notamment son accélération, l'utiliser sur des faces, justement, peut-être sur des jeux renversés de course. Ça peut ne pas être inintéressant. Après, je confirme les critiques qui ont été faites sur ses mains, hein. Il a des savonnettes à la place des doigts, hein. En fait, aujourd'hui, je le vois un peu comme un Will Fuller, en quelque sorte, l'ancien wide receiver des Texans aujourd'hui aux Dolphins, c'est-à-dire vraiment une très très grosse menace profonde, notamment sur les troisièmes tentatives, donc pourquoi pas. C'est pas inintéressant parce que ça vient compléter, comme vous le dites très justement, ça vient apporter une, une arme en plus à notre comité de receveurs, voilà. Donc c'est pas inintéressant, même si encore une fois je n'aurais peut-être pas pris un receveur aussi haut, mais voilà, mais c'est pas si mal. Au jeu des comparaisons, j'avais entendu quelqu'un citer Nelson Agholor et je trouvais la comparaison très très juste. Oui, oui, tout à fait, tu as raison. Hmm. Oui, c'est vrai que dans le jeu des savonnettes à la place des mains, Nelson Agholor se place là, mais Et dans la pointe de vitesse faut également. espérer, faut espérer qu'il attrape quand même ses ballons. J'ai lu une, une review sur lui il y a pas longtemps qui disait que ses deux problèmes, ouais, effectivement, c'était ses mains et ses capacités à finir les actions. Il avait du mal à marquer au final des touchdowns, c'est-à-dire qu'il se retrouvait en menace profonde, il se retrouvait à attraper pas mal de ballons. SMU, c'était la cible numéro 1. Et il avait par contre du mal en zone rouge, effectivement, mais c'est peut-être aussi une question de physique. Et puis en zone rouge, on a un mec comme Jawan Jennings, donc je me fais pas forcément d'énormes soucis là-dessus non plus. Donc, s'il faut faire une hiérarchie là maintenant tout de suite, on est d'accord Il est en que. 4. Il est en 4. Ah, tu le mets derrière Jennings? Oui. Ben oui. Jennings a prouvé au niveau qu'il pouvait jouer. Danny Gray n'a encore rien fait. Voilà, C'est tout vrai. simplement. Après, Jennings, moi je trouve qu'il y a quand même une sur-hype grâce à sa fin de saison où il a fait 2-3 énormes matchs. Mais c'est Pour moi, il n'a difficile. pas un statut de titulaire Difficile. Mais indiscutable. non, mais c'est difficile de dire qu'un mec avec autant quand même de problèmes à combler comme Danny Gray, comme on l'a dit, même s'il a un gros potentiel, puisse aller devant un gars qui a prouvé en NFL qu'il était capable de faire des gros matchs. Même si c'est que la fin de saison dernière, il y a eu des gros matchs. Danny Gray, il y a 0 match en NFL, donc il est encore aussi trop tôt pour vraiment se prononcer là-dessus, quoi. Mais je pense, à mon avis, que Jennings est aujourd'hui devant. Je rejoins Elliott également complètement sur Jennings. À cela, en plus, j'ajoute que Jennings, on l'a chopé à un 7e tour et il est tombé principalement à cause de gros problèmes de comportement au collège. Sinon, c'est un joueur qui était vu comme un 3e tour, dans le pire des cas. Et c'est ces gros problèmes au niveau du collège qui l'ont fait glisser jusqu'au 7e tour. Donc c'était presque une aubaine pour nous de le récupérer aussi bas. J'étais très circonspect au moment de sa draft, je pensais qu'il n'avait pas performé en raison de ses problèmes de comportement, et finalement il s'est rangé en droit chemin et il performe chez nous. Donc je pense que Jennings est encore devant aussi. Après, il a été mis 2 ans au Il y a quand placard même- et puis pour travailler et Oui. pour pouvoir en sortir et pour pouvoir performer. Que c'est quelqu'un à qui on a demandé aussi de ravaler sa fierté, de travailler et de montrer qu'il pouvait jouer en NFL. Il a passé 2 ans au placard et aujourd'hui, on a vu le résultat en fin de saison. Tout à fait. Surtout qu'il avait une vraie émotion palpable le soir de sa draft, hein. On sentait qu'il revenait de loin. Alors, je propose qu'on passe au joueur suivant. Avec le pick 134, on a pris Spencer Burford de UTSA qui jouait tackle et qui est plutôt vu comme un garde pour ses saisons en NFL. Est-ce que pour vous, on a drafté un mec qui est capable d'être dans la course pour le statut de garde titulaire? J'ai lu qu'il était assez pro-ready. Je connais pas assez bien les linemen offensifs pour avoir mon avis perso là-dessus. Mais vu qu'on n'arrête pas de le dire dans tous les épisodes, on n'a pas grand-chose en garde, est-ce que Spencer Burford, il peut potentiellement être dans la course pour être titulaire en tant que garde l'année prochaine? Moi, je pense que c'est peut-être un peu tôt. On a beau critiquer Brunskill et Banks, etc., mais c'est des mecs qui ont, à part Banks pour le coup, au final, qui a été drafté au deuxième tour, mais c'est des mecs qui ont déjà joué en NFL, même si c'est pas des foudres de guerre. Je pense que Brunskill
a quand même l'avantage de l'expérience, l'avantage de connaître le système, parce que ça fait quand même un moment qu'il est à San Francisco. Donc tout de C'est suite, pas le cas de Banks. le Banks, ça connaît le système, et Banks a été drafté 2 tours avant, Oui. avant Burford, et Banks c'est un pur garde. Là où Mais Burford, il a comme 5 tu l'as snaps. dit, c'était un tackle université, donc il y a aussi une période de transition, une période de compréhension du playbook, donc je pense qu'il est peut-être un petit peu tôt pour en faire un potentiel titulaire. Après, on sait vraiment jamais ce qui peut se passer, mais pour moi c'est trop tôt, encore. Complètement d'accord. Complètement d'accord, surtout que sa draft, alors je connais pas du tout le joueur, mais de ce que j'en ai lu chez les analystes, sa draft me rappelle étrangement celle de Jalen Moore l'année dernière. C'est-à-dire un type qui a surtout joué tackle, mais qui a été un petit peu baldingué sur toute la ligne offensive, à l'exception du poste de centre, qui était pourtant un poste entre guillemets à besoin, potentiellement. Il a plutôt été bon partout d'après ce que j'ai lu, à défaut d'avoir vu. Par contre, j'ai lu que le système donc, de son université reposait principalement sur la course. Il n'a quasiment fait que de la course. Donc, on sait ce qu'il vaut de ce côté-là. Bon, pour un garde, c'est pas plus mal. Par contre, en situation de passe, c'est la totale inconnue pour ce joueur. Donc, je pense qu'il va peut-être rester une saison à l'arrière à apprendre le playbook, à apprendre notamment les situations de jeu de passe pour un garde. Et je pense, en effet, je rejoins complètement l'analyse d'Eliott sur le fait que Bronski, les banques seront certainement de titulaires l'année prochaine. Et c'est pas plus mal en l'état actuel des choses. Alors le joueur suivant, c'est un nickelback, Samuel Womack de Toledo, qu'on a pris en 172, 172 pour les Français. Est-ce que lui, il peut être dans la course pour être nickelback titulaire? Ça va être trop tôt encore une fois? Et bah non, je suis moins sûr. Nickelback titulaire, ça va être... Enfin, faut voir Nickelback titulaire, parce qu'on a Ward, parce qu'on a Mosley qui seront sur les extérieurs. Après, il y a la question Ambry Thomas, il y a la question de Deomodore Lenoir pour peut-être jouer nickel, mais lui, c'est un vrai nickel. C'est un vrai nickel, il a joué à Toledo. Moi, je vais être très honnête, j'ai pas vu le match de Toledo non plus. J'ai essayé de trouver des tapes de lui, c'est pas forcément facile. Mais j'ai lu beaucoup de trucs sur lui qui disent que c'est un choix intéressant à ce niveau-là. Enfin, parce qu'un 5e tour pour un mec qu'on connaît pas, ça peut poser des questions. Mais de ce que je lis, les reports disent qu'il aurait été qu'il est négligé en raison de sa taille, mais que c'est un vrai compétiteur, que c'est un vrai bon défenseur sur la passe, un vrai bon nickel. Il a battu le record de sa conférence, même si c'est une petite conférence, du nombre de passes défendues. 3 années de suite dans sa conférence, c'était le mec qui défendait le plus de passes, donc je pense que ça peut être aussi un joueur intéressant. Moi, je suis plutôt positif sur ce pick. Ouais, puis à la rigueur, ça colle même besoin. C'est sur un poste où on a laissé partir du monde, on ne savait pas trop qui on allait avoir, et là, bon, ok, on draft tard sur ce poste-là, mais d'après ce que nous dit Elliott, il a des qualités. Alors si son seul problème, c'est qu'il n'est pas assez grand, on va trouver des solutions pour qu'il continue à faire le chien enragé sur le terrain. Hein. Bah écoutez, moi j'essaie de voir des matchs de Toledo, j'ai eu du mal à isoler le joueur, pour être tout à fait transparent, donc j'ai beaucoup de mal à me prononcer sur lui. Bon, ça m'a permis de voir un autre joueur pour la draft de l'année prochaine à surveiller de très près, qui m'a vraiment surpris, qui s'appelle Chris McDonald. Mais bon, ça sera pour l'année prochaine. Mais le joueur en lui-même, ouais, j'ai du mal à l'isoler. Alors, vous avez cité notamment tous les joueurs en effet à qui il sera en compétition. Je pense à Deomodore Lenoir en effet. Je pense à Dinard notamment. Voilà. J'attends de voir également parce qu'il y a une très grosse hype en interne. Même si a priori on le voit davantage au poste de strong safety, ce qui au niveau de sa carrière a tendance à m'intriguer, parce que c'est pas vraiment son poste, mais on est en train de mettre très en avant Tarvarius Moore depuis quelques jours, qui revient d'une grave blessure chez nous, et qui, selon moi, pourrait ne pas être très inintéressant également à ce poste de nickel. Donc, parce que pour moi c'était un vrai concurrent à Jimmy Ward, qui était à la fois free safety et nickel. Et donc je ne mettrai pas non plus Tarvarius Moore de côté chez nous à cette position. Voilà, en tout cas, je pense qu'au poste de nickel, ça va être la compétition. Je pense qu'il n'y a pas un titulaire défini. Il y aura une compétition saine. Et là où je rejoins Elliott à nouveau, c'est que je pense qu'il a ses chances, à défaut d'avoir clairement un autre joueur qui se dégage à la position. Mais j'ai eu du mal à isoler, donc j'ai du mal à vraiment parler du joueur en lui-même. Je parle plus de la position que du joueur. Le joueur suivant qu'on a sélectionné, c'est Nick Zakeil. De nouveau un tackle qui devrait jouer garde dans la NFL, comme Spencer Burford, qui nous vient de Fordham,
une fac de FCS, si mes sources sont bonnes. Est-ce que vous avez un avis sur Nick Zakel, au-delà du fait que son nom soit imprononçable? On a pire que lui en nom imprononçable quand même. Pauvre vieux Kyle Tchèque. Non, blague à part, moi je le connais pas du tout. J'ai vu les interviews donc d'après-draft concernant le joueur. Shannon, c'est un joueur qui a joué tackle visiblement. Je me base uniquement sur ce que j'ai lu, mais que Shannon envisage plutôt au poste de garde, voire de centre, potentiellement. Il ne l'exclut pas à cette position. Euh, Pourquoi pas? J'ai pas d'avis spécialement pour le joueur. Je pense qu'il vient certainement faire de la compétition comme tout sixième tour qui se respecte. Il n'est pas certain qu'il ait un avenir à NFL, on n'en sait rien à ce stade. Il va, il va se disputer pour sa place. On va voir s'il arrive à faire son trou. Mais voilà, j'ai pas plus d'avis que ça sur le joueur, à vrai dire. Ouais, moi, des peu de choses que j'ai entendues et lues, apparemment, c'était un joueur que le staff des 49ers suivait depuis quasiment son entrée à l'université. Donc, c'est un joueur qu'ils ont sûrement très très bien scouté. Donc, je pense que s'ils le recrutent, ils ont leur raison. Il jouera pas tackle, évidemment, au niveau universitaire. Il jouera à l'intérieur. Après, guard, centre, bout de banc coupé. Enfin, on verra très bien ce qui se passe dans les mois et années à venir. C'est un joueur que je connais pour le coup pas non plus beaucoup. Et en même temps, oui, trouver des extraits de la ligne offensive de Fordham, c'est quand même pas simple. Alors le joueur suivant, c'est encore un lineman, mais c'est un lineman défensif cette fois-ci. Un nose tackle même pour être plus précis, c'est Kalia Davis, drafté au 6e tour, qui nous vient de UCF. Apparemment, il faudrait pas trop s'attendre à le voir dans le roster l'année prochaine. Il risque de faire au moins une année en practice squad. Mais ce serait un DJ Jones en développement, de ce que j'ai entendu. Vous en pensez quoi? Clairement, oui, c'est un profil DJ Jones. Alors, je le connais pas non plus du tout. Quand je vois 301 pounds, je me dis que j'aimerais pas me faire poursuivre par une personne de cette carrure-là. Surtout quand je me rappelle notre cher Mick Jones qui perçait les lignes en face à une vitesse complètement folle, mais bon, blague à part. Non, je connais pas du tout le joueur. Je pense en effet aussi qu'il a un avenir en practice squad quand on voit aujourd'hui les joueurs que nous avons à notre disposition sur cette position. Ce qui fera pas le plus grand mal. Voilà. Je pense qu'un 6e tour, de toute façon, une année en practice squad pour apprendre, c'est plutôt une bonne chose. Donc voilà, je ne me prononcerai pas davantage sur le joueur que je connais pas du tout. Ouais, le peu que j'en ai vu, moi aussi de mon côté, c'est que c'était un joueur qui, au niveau football et au niveau potentiel, aurait pu être drafté plus haut. Le problème, c'est que sur les 2 dernières années, il a joué que 5 matchs, quoi. Il a joué que 5 matchs parce qu'en 2020, il a raté la saison à cause du Covid. Il a fait le choix de s'asseoir en tribune à cause de Covid et il s'est fait les ligaments cette année. Donc c'est un projet, mais comme c'est un projet, comme la plupart des joueurs draftés au 6e tour, c'est des projets. S'il arrive, apparemment de ce que j'ai lu en tout cas, s'il arrive à son plein potentiel, ça pourrait être un bon joueur de rotation à l'intérieur de la ligne défensive. Donc on peut encore espérer, mais de toute façon j'ai du mal à le voir sur le terrain dès la saison prochaine, en raison 1 de sa blessure et 2 parce que, comme l'a dit Gonzague, il y a du monde devant lui. Alors le joueur suivant, donc c'était juste avec le pick suivant, c'était le pick 221. On a pris Tariq Castro-Fields. Il faut féliciter Kevin parce qu'il l'avait mentionné dans la preview de la draft. Cornerback de Penn State. Le moins spécialiste de la draft de l'équipe qui sort un pick qui sort. C'est incroyable. Ouais, tous les autres, on en a eu aucun. Ah oui, 0. Du coup, qu'est-ce que ça dit, Castro-Fields? Écoute, moi je vais redire exactement ce que j'avais dit dans la précédente émission concernant ce joueur. C'est un bon joueur, je pense que au 6e tour, c'est une aubaine. Par contre, soyons très clairs à propos du joueur, il ne renforcera pas le poste de cornerback dont nous avons grand besoin. Il viendra compléter une escouade, mais je ne le vois pas faire la révolution au poste. Il ne va pas devenir demain notre cornerback numéro 1. C'est pas un Richard Sherman de 6e tour comme on l'ont eu les Seahawks une année. Voilà, c'est un bon joueur, sans plus, c'est un genre de complément, voilà. J'ai une question très importante, Gonzague. Tu dis qu'il ne va pas renforcer notre équipe au niveau des cornerbacks. Est-ce qu'il sera meilleur qu'Ambry Thomas? Non, blague à part, ça se discute parce qu'encore une fois, Ambry Thomas sur l'extérieur, sachant qu'il jouait visiblement nickel
en université. Bon, à part son geste de folie et son interception de folie, évidemment, ne nous a pas montré grand-chose. Après, Ambry Thomas, encore une fois, soyons juste un petit peu prudents concernant le joueur, puisque, encore une fois, le poste de corner, c'est un des postes en termes de transition NFL qui est le plus compliqué. C'était sa première année dans une équipe visible qui jouait le titre au fur et à mesure de l'année. Donc, il était très, très visible, entre guillemets. Donc, soyons indulgents envers lui. Je trouve ça complètement dingue que j'en sois amené à dire ça de lui, mais soyons indulgents envers lui et attendons de voir l'année suivante. Mais en l'état actuel des choses, bon, bah, Castro-Fields peut concurrencer Ambry Thomas, oui, je pense. Après, ne t'attends pas non plus à la révolution à la position. Non, c'était juste pour faire. C'était pas mon gimmick sur Ambry Thomas, c'est tout. Non, et puis c'est ça, mais ça reste un choix de 6ème tour. Hein. Quand on arrivait à ce niveau-là de la draft, faut pas s'attendre à avoir un titulaire jour 1. Enfin, c'est très rare, même. On parle souvent des mecs, des belles histoires de mecs draftés tard ou non draftés qui deviennent des superstars, mais il y en a 2 par draft maximum, quoi. Faut pas s'attendre à ce qu'on ait en Tariq Castro-Fields, le futur, comme le disait Gonzague, le futur Richard Sherman. Je pense que ça peut être un mec qui apporte dans la rotation au poste de cornerback, qui peut avoir du temps de jeu, qui peut avoir du temps de jeu aussi en équipe spéciale, parce qu'on n'y pense pas, mais quand on arrive au 6ème tour, des joueurs d'équipe spéciale, enfin, c'est le moment en fait pour prendre des mecs qui vont performer en équipe spéciale, parce que c'est important d'avoir des gars là. C'est important de pas mettre aussi tes titulaires en défense trop sur équipe spéciale, parce que ça reste une séquence de jeu dangereuse. Donc c'est aussi le moment où faut prendre des gars comme ça. Et je pense que Tariq Castro-Fields peut apporter à ce niveau-là. En tout cas, si jamais il fait le pick six qui nous fait gagner un Super Bowl un jour, je vous garantis que j'isole le moment où je cite son nom dans le podcast avant la draft et j'en fais un NFT et puis on devient tous riches. Ah bah je pense même qu'on lance une canette de chili, on t'offre le maillot. Hein. Ah oui. Ah bah de toute façon, moi c'est clair. De toute façon, quel que soit le joueur qui fait un pick six pour nous faire gagner le Super Bowl, j'achète son maillot. Même si c'est Ambry Thomas dans 4 ans qui nous fait gagner le Super Bowl sur un pick six, j'aurai son maillot. Hein. Ambry Thomas, il appartient à Olivier, c'est le maillot d'Olivier, tu peux pas. Pardon, oui, non, je laisse Olivier. Ouais, non, lui il va se tatouer le maillot sur le dos genre, de Ambry Thomas. Ça va être beau, j'ai hâte de voir ça. Et ben j'espère vraiment qu'Ambry Thomas va faire le pick 6 de la victoire. Ce serait beau. Et alors, on va finir par Mr. Irrelevant. Pick 262, on draft un quarterback, à la surprise générale il me semble, Brock Purdy, d'Iowa State. Avant de vous demander ce que vous pensez de ce joueur, je vais vous demander comment, à ce stade, vous expliquez ce choix. Je pense que c'est tout simplement une garantie en cas de trade de Garoppolo. J'y reviendrai à propos du joueur d'ailleurs juste après pour expliquer pourquoi. Mais je pense en effet que c'est une garantie en cas de trade de Garoppolo. Derrière, on est allé chercher un joueur, on va le décrire après, mais qui lui ressemble, entre guillemets. C'est ça. Parce que je considère qu'un mec drafté au 7ème tour, c'est mon avis personnel, mais un mec drafté au 7ème tour est meilleur que Nate Sudfeld. Et comme on n'a pas signé de vétéran ou de quarterback remplaçant pendant la free agency, parce qu'on avait toujours Garoppolo et on a toujours Garoppolo, prendre un mec à ce moment-là, c'est pas une mauvaise idée. Et puis je pense qu'on va en parler et Gonzague va en parler, mais c'est un joueur que j'aimais bien en université. Je trouve que c'est un joueur intéressant, qui a de l'expérience. Est-ce qu'il est pro-ready ? Je pense pas, parce que c'est le poste de quarterback, c'est un poste à part. Mais il a fait des bonnes choses à l'université. Je pense qu'en backup, ça peut être intéressant. Je lisais, alors c'est pas reluisant, mais je lisais des comparaisons, enfin des projections qui le comparaient à Colt McCoy. Alors c'est pas reluisant, mais Colt McCoy nous a mis une branlée cette année. Alors on peut pas forcément non plus se voiler la face. Si on a un Colt McCoy sur le banc, moi ça me va. Ouais, et puis Colt McCoy, ça fait combien de temps qu'il est en NFL ? Ça fait longtemps. Voilà, donc si tu es toujours en NFL, vu les rotations qu'il y a et vu la difficulté à être en poste, je veux dire, c'est tout le mal que je lui souhaite à ce petit bonhomme. Bah, déjà, on parlait de Colt McCoy, il ne faut pas oublier que Colt McCoy, ok, il n'a pas eu la carrière NFL qu'on pense, mais c'était juste une star internationale à l'université de Texas. Hein. Oui, c'était un monstre. Brock Purdy, là pour le coup, on parle du joueur que je connais le mieux, paradoxalement, de tous les joueurs qu'on a draftés. C'est un quarterback que j'aime beaucoup, qui était assez haut dans mon board d'ailleurs au niveau des quarterbacks. Il ne faut pas oublier que c'était même peu de temps, il faut l'avouer, mais il y a à peu près un an, en début d'année, quelques experts de la NFL le voyaient comme un potentiel premier tour d'ailleurs. Il ne faut pas l'oublier. Son principal défaut, c'est qu'il n'a pas progressé, il a même régressé.
sur sa dernière année au niveau des stats, mais on parle quand même du recordman de yards de l'histoire du programme d'Iowa State. C'est un excellent quarterback, un très gros meneur d'hommes, c'est pour ça que je parlais d'une espèce de Garoppolo. C'est un joueur pour lequel ses partenaires se tuent sur le terrain. Il n'y a pas d'autre mot. Il avait un véritable pouvoir d'attraction auprès de ses partenaires. Donc c'est un bon quarterback, un bon meneur d'hommes, un futur bon pro d'ailleurs, je pense. Bref, c'est un très bon profil. Alors oui, il ne fera pas peut-être une grande carrière NFL parce qu'il lui manque un poil de bras. Il est exceptionnel nulle part. Mais c'est un travailleur et c'est vraiment quelqu'un qui a une très très grosse aura sur ses partenaires et qui sait distribuer les ballons. D'où l'exemple Colt McCoy que j'aime beaucoup parce qu'en effet c'est quelqu'un, voilà, il va pas te révolutionner ton équipe, mais on va lui demander de faire le taf et il le fera bien, clairement. Donc c'est un bon backup NFL et je trouve qu'au 7e tour, pour s'assurer de ce qui va se passer avec Garoppolo, c'est un très 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 bon choix. Après, j'en suis quasiment à souhaiter qu'il fasse pas une très grande carrière parce que si on draft un potentiel franchise quarterback au dernier choix de la draft, 1 an après avoir vendu la maison pour en sélectionner un autre au 3e choix, ça serait un peu dramatique. Mais tu sais que quand on regarde à quel niveau je mettais Purdy sur cette draft-là et ce que je pensais de Trey Lance, parce que j'étais vraiment pas un grand fan de Trey Lance au moment de sa draft l'année dernière, pour moi le delta différentiel il est pas énorme. Il est clairement pas énorme. Oula. Là, c'est une question de choix. Voilà, c'est une question de point de vue. Je sais que c'est un avis qui est assez clivant. Mais après, bon, je mets quand même au crédit de Trey Lance d'avoir eu un excellent comportement sur sa première année et d'avoir fait des progrès. Mais il reste quand même beaucoup de boulot avec Trey Lance. On la mettra en titre de l'épisode, celle-là. Brock Purdy, meilleur que Trey Lance, pour l'interrogation. J'ai pas dit meilleur, attention. Je mets quand même Trey Lance au-dessus. Tu mets Brock Purdy à le même calibre que Trey Lance. Voilà, je mets Trey Lance meilleur que Purdy, mais voilà. Ah, le titre de l'épisode, Brock Purdy, le futur Jimmy Garoppolo, est déjà meilleur que Trey Lance. Surtout que j'ai pas toujours eu le nez fin dans ma vie au poste de quarterback, donc voilà. Mais en l'état actuel des choses, voilà, j'ai une très très grande estime pour ce joueur-là. Son principal défaut, c'est d'avoir montré beaucoup très vite et de ne pas avoir su progresser derrière, voire même d'avoir un peu régressé lors de sa dernière année. C'est ça qui est dommage avec ce joueur, parce que c'est vraiment un très bon joueur. Alors on a beaucoup critiqué au début de l'épisode notre draft, enfin la draft des 49ers. Du coup, pour isoler le positif un peu, quel est chacun pour vous votre pick préféré, s'il fallait en isoler un? Pas évident comme question. Je dirais par défaut, dans la mesure où je connais mal un certain nombre de joueurs qu'on a draftés, je dirais quand même Drake Jackson. Parce que même si on l'a piqué certainement trop haut, il apporte potentiellement un complément quand même à notre ligne défensive qui va continuer à être extrêmement dangereuse en NFL. Donc je dirais comme ça au premier abord, je dirais Drake Jackson par défaut. Les autres? Moi, je pense que c'est pas celui qui va le plus apporter, mais j'étais très content du pick de Tariq Castro-Fields. Je trouve que le récupérer au 6e, un mec qui était attendu plus haut, c'est peut-être le seul joueur qu'on a récupéré et qui était attendu plus haut. Il était considéré par certains comme peut-être même le meilleur choix du 6e tour de toute la draft 2022. Donc moi je dirais Tariq Castro-Fields, même si c'est pas lui qui va révolutionner notre jeu et qu'il aura moins de temps de jeu et moins de visibilité sur le terrain que Drake Jackson, mais j'aime bien le pick de Tariq Castro-Fields. Moi, si j'y vais sur J'imagine même réponse. Moi, si j'y vais sur les besoins, je suis très content de Sam Womack. Ça vient boucher un trou qu'on avait en nickel cornerback. Donc, je suis très content de le voir. Puis sur un plan purement de goût, je suis très content de voir Danny Gray parce que c'est spectaculaire, ça va vite, c'est explosif, ça va être excitant à avoir joué et j'ai hâte de le voir en action aussi. Olivier, t'as un chouchou? Non, pas pour l'instant, il n'y a pas encore un nom qui m'a fait rêver, donc je vais rester pour l'instant sur R.R. McLeod, mais bon, il n'est pas drafté. Il me faut un nom comme ça, moi, vous savez que je cherche un nom. T'aimes pas Castro, ok. Pas de politique. Mais il est fidèle au moins. Oui. Du coup, sur cette draft, je vais vous demander à chacun un tour de rôle de mettre une
notation américaine, hein, de nouveau les lettres A, B, C, D ou F, avec éventuellement plus ou moins à l'ensemble de la draft 2022 des 49ers. C'est moins. C'est moins pour Olivier. D+. Gonzague. Je suis embêté parce que vous avez tous les deux dit les deux notes qui m'intéressaient. Je vais plutôt... Allez, vu que j'étais très en colère sur la draft et que j'ai tendance un peu plus à me mesurer derrière, je vais plutôt aller sur C-. Moi, je vais mettre C-, un peu pour la même raison. Puis moi, je vais remonter la moyenne en donnant un B-. Ah, C'est quand comme même. pour la D'habitude. free agency. Tu notes bien, toi. Ouais, je suis optimiste. Kevin, c'est le gentil. Ouais, Kevin, c'est le gentil de l'équipe, c'est le plus gentil de nous tous en vrai. Kevin, on gagne le Super Bowl l'année prochaine. Oh, mais moi, j'ai tout à fait confiance qu'on peut le faire. On garde espoir, on a l'équipe pour. Moi, c'est l'objectif. Trellens, c'est Josh Allen, on est bien. Trellens avec un right tackle qui revient de blessure, un non drafté, un centre en fin de carrière, un joueur de deuxième année pour qui c'est la première année, et enfin Trent Williams. Voilà, non, si on a une ligne qui tient, je rigole en disant ça, je suis un petit peu méchant, mais la réalité c'est que si on a une ligne qui tient la route, pourquoi pas faire un bon parcours croyons en Trellens, croyons en sa progression. Un receveur star qui a envie de se barrer. Il est revenu sur les réseaux sociaux, il s'est réabonné aux 49ers. Tout va bien alors, tout va bien. Il s'est réabonné, tout va bien. Comme on a Il a considéré qu'il refollow. voulait partir vu qu'il avait unfollow, maintenant qu'il a refollow, c'est bon, il a envie de rester. Exactement. C'est Public et Closer qui ont de bonnes infos là sur. Il y a La com la moins fatigante du Il y a monde. Trellens qui a fait un tweet assez drôle cette semaine en disant que les journalistes qui suivent les follow et unfollow de Deebo Samuel devraient suivre sa femme à Trellens parce qu'il y aurait des choses à dire. Dans le sens où elle passe son temps à follow et unfollow tous les comptes qui passent. Non, mais c'est. Attendons de voir ce qui va se passer avec Deebo, mais pour l'instant il est chez nous et un départ n'a pas l'air de prendre le chemin, donc soyons optimistes. Je pense qu'on va bientôt pouvoir clôturer, mais avant ça, est-ce qu'il y a un undrafted free agent qu'on a signé et qui vous a tapé dans l'œil, un ou deux? Elliot? Moi, il y en a 2 ou 3 qui m'ont... Je dirais 2 qui m'ont tapé dans l'œil. Le premier, c'est Leon O'Neal, qui est un safety de Texas A&M. Qui est un strong safety déjà. Donc c'est notre besoin numéro 1 sur l'arrière défensif. Et je trouve que c'est une bonne récupération. Je pense que c'est un mec, je pense, qui aurait dû être drafté. Et du coup, le récupérer pour rien du tout, c'est une bonne chose. C'est un très bon athlète. Il est grand, il est costaud. C'est un joueur aussi que j'aime bien, ce genre de joueur, parce que c'est un flambeur. Il y a beaucoup de gens qui le qualifient comme étant allé à l'école Jalen Ramsey du trash talk. Donc c'est le genre de choses que j'aime bien. C'est un joueur, c'est de la confiance. Après, il va falloir qu'il montre sur le terrain ce qu'il vaut, parce que bon, il y a un mec qui s'appelle Eli Apple aussi, qui est le roi du trash talk, mais bon, sur le terrain, c'est une chèvre. Donc quand tu trash talk, il faut aussi prouver ce que tu vaux, et donc j'espère qu'il va le faire, mais j'aime bien le fait de récupérer ce joueur-là undrafted. Moi, il y a 2 joueurs. Le premier, tu l'as cité, qui était Leon O'Neal, que je suivais également, qui est très intéressant en plus dans la mesure où John Lynch a donné des nouvelles de Jack Whiskey-Tart et ils n'ont pas l'air d'être si bouillants que ça à l'idée de le prolonger, donc on a un petit peu un trou au poste de strong. Et je suis en effet complètement convaincu, comme Elliot, que Leon O'Neal peut, malgré son statut de non drafté, peut tenter sa chance au poste. C'est un très très bon joueur, très trash talker, ça c'est sûr. Moi je suis un peu moins fan des trash talkers que Elliot, mais il a justifié sur le terrain. C'était un vrai leader de défense chez Texas A&M, donc ouais, c'est un bon pick pour un joueur non drafté que moi personnellement je voyais plutôt au 4e ou 5e tour. Donc c'est une belle aubaine de l'avoir en non drafté. Et puis un autre joueur que je connais peu, mais que j'ai un petit peu vu jouer à l'époque où je regardais notamment certains de ses partenaires, notamment Otito Ogbonia. C'est Quantrice Knight, cornerback de UCLA, qui, je vais dire exactement la même chose que pour Castro Fields, c'est-à-dire que c'est un bon joueur de complément qui ne va pas révolutionner l'équipe, mais je suis assez surpris de l'avoir récupéré en non drafté, alors que je le voyais entre le milieu et la fin de draft. Voilà, c'est pas un mauvais élément, il peut tenter sa chance dans les squads, pourquoi pas. Je connais mal les autres joueurs, dommage que je connaisse pas plus de Novan West, qui est le vrai centre qu'on ait drafté de cette draft, par rapport à la situation d'Alex Mack. Je ne le connais pas plus que ça, donc je ne me prononcerai pas davantage. Voilà, mais disons que ces 2 joueurs que je viens de citer sont plutôt pas mal.
c'est pas mal pour du non drafté. Et je voudrais du coup moi rajouter sur un autre joueur, c'est Jason Poe, qui jouait à Mercer, qui est un joueur de ligne offensive un peu hybride, parce que c'est la définition en fait d'un joueur non drafté et d'un essai en fait. C'est-à-dire que c'est un mec que je ne vois pas jouer en ligne offensive en NFL parce qu'il est trop petit, vraiment trop petit. Par contre, il y a eu pas mal de vidéos de lui et pas mal de reports qui disent que c'est le genre de gars qui peut aider comme fullback, comme 6ème lineman sur certains jeux. C'est-à-dire que c'est un joueur qui doit faire 1m85, mais qui fait 130 kg, mais qui se déplace comme Kyle Juszczyk se déplace. En fait, c'est un joueur qui est rapide, qui a plutôt des bonnes mains pour un mec de son physique. Donc je pense que ça peut être intéressant, au moins comme essai, de faire jouer un mec comme ça, parce que si tu le mets comme fullback, moi je reste le plus grand fan possible de Kyle Juszczyk, et pour moi c'est le futur, mais on en parlait dans le podcast précédent. Est-ce que ce serait pas le moment de regarder à ce poste-là pour le futur? Et c'est un profil intéressant parce que comme c'est un lineman de formation, il peut défoncer tout sur son passage, mais en même temps il a une bonne vitesse, il a des bonnes mains, donc j'ai envie de voir ce qu'il peut donner au moins sur la pré-saison et au moins sur les camps d'entraînement. J'ai du mal à le voir forcément faire le cut des 53, mais j'ai envie de voir ce qu'il donne. Voilà, c'est la fin de ce 6ème épisode du Faithful Podcast. On espère qu'il vous aura plu. On attend vos retours avec impatience. Et pour être tout à fait honnête avec vous, on ne sait pas encore trop comment on va animer ce podcast dans les prochains mois, puisqu'il ne se passe pas grand chose au niveau de la NFL et donc forcément au niveau des 49ers. On a déjà quelques idées de sujets hors série qu'on pourrait aborder, mais si vous avez des idées, s'il y a des débats que vous voudriez qu'on aborde, n'hésitez pas à nous en faire part sur les réseaux sociaux. Dans tous les cas, on se dit portez-vous bien et à très bientôt dans un prochain épisode du Faithful Podcast. Ciao ciao et Go Niners!